Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous les 9 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en freelance. Donc ces 9 choses ne sont pas forcément mises dans un ordre précis ou chronologique, c'est juste l'ordre dans lequel j'y ai pensé tout simplement. Donc si vous avez le souhait de vous lancer en freelance, que ce soit dans le community management ou dans n'importe quel autre métier en freelance, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors la première chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en freelance, c'est de ne pas négliger ton réseau pour trouver tes premiers clients. C'est quelque chose qui paraît logique, c'est du bon sens, mais on a tendance à le négliger, à négliger notre réseau parce qu'on se dit, enfin moi en tout cas je me suis dit j'ai pas de réseau en fait, je n'ai pas de réseau. J'ai un entourage qui est très limité à quelques personnes et ces personnes-là ne sont pas du tout dans le domaine du digital, elles ne savent même pas ce qu'est un community manager, elles sont pas du tout dans ce monde-là en fait. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Ton réseau, aussi petit soit-il, va te trouver des clients d'une manière inattendue. Je peux te le garantir. C'est vraiment hyper efficace. On le néglige beaucoup trop quand on se lance. Surtout que moi, quand je me suis lancée, je ne me sentais pas légitime de dire « Je suis community manager, je cherche des clients ». Enfin, j'avais pas d'expérience, j'avais jamais fait ça avant, j'étais pas du tout dans le domaine là auparavant. Je ne me sentais pas légitime de dire ça à tout le monde en fait. Mais en fait, si, tu dois le dire à tout le monde, justement. Je t'assure qu'il y a des chemins, en fait, il y a des chemins entre des clients, ton entourage et toi que tu ne soupçonnes pas. Que ce soit ta famille, tes amis, ils connaissent peut-être quelqu'un qui a besoin ou ils vont penser à toi dès qu'ils vont voir quelque chose qui a un rapport, entendre parler d'eux, ils vont penser à toi. Donc, ton entourage ne se limite pas à ta famille ou à tes amis, parce que peut-être que tu n'as pas beaucoup de famille, peut-être que tu n'as pas d'amis, je ne sais pas. Ça peut être aussi les personnes que tu vois au quotidien. C'est-à-dire, je ne sais pas, ta boulangère. Tu as l'habitude d'aller souvent à la même boulangerie, la boulangère connaît ton visage, tu as déjà peut-être discuté avec elle, tu lui en parles, tu trouves un moyen de glisser ça. Voilà, les commerces où tu as l'habitude de te rendre, on connaît un peu ton visage, tu cherches le moyen de glisser ça. En fait, il faut que tu en parles le plus possible autour de toi. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, ne pas rabaisser tes tarifs. Avant de commencer, tu vas fixer tes tarifs, n'est-ce pas? Donc déjà, il faut voir comment tu vas fixer tes tarifs. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, ce quelqu'un, dis-le moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo à ce sujet. Si ça n'intéresse personne, je ne ferai pas de vidéo. On va partir du principe que tu as fixé des bons tarifs. Des tarifs qui te permettent de vivre normalement. Quand tu vas aller chercher tes clients, quand tu vas prospecter et que tu vas envoyer des devis avec tes tarifs ou que tu vas annoncer tes prix, il y a de fortes chances que le client essaye de négocier. Il y a de fortes chances que le client n'ait pas le budget réellement, qu'il ne s'attendait pas à ce prix-là. Puisqu'en général, les gens ont tendance à sous-estimer le prix. Après, ça dépend de ton métier. Moi, je sais que dans mon métier, les entrepreneurs ont tendance à largement sous-estimer le prix d'un community manager. Moi, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Je me suis adaptée à la personne, j'ai rabaissé mes prix. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tu es sous-payé parce que le temps que tu vas consacrer à travailler, tu seras payé moins d'un SMIC horaire, si je peux donner une comparaison, moins d'un SMIC horaire pour le travail que tu vas faire. Donc, tu seras sous-payé. Tu vas avoir certes beaucoup de clients parce que quand tu vas rabaisser tes prix, si tu vends tes prix beaucoup trop en dessous de leur valeur réelle, tu vas avoir beaucoup de clients, mais tu vas avoir beaucoup de travail. Tu n'auras jamais de temps libre, tu n'auras plus de vie, tu vas bosser de 6h à 23h. Tu ne feras que ça. Tu vas perdre en estime de toi. Tu penseras que tu ne seras pas capable de vendre à des prix plus élevés, ce qui est totalement faux. Alors oui, peut-être que ça va te prendre plus de temps de trouver des clients au juste prix. C'est certain même. Mais en fait, si tu acceptes de travailler, de brader tes prix, le temps et l'énergie que tu vas consacrer à travailler pour quelqu'un, tu aurais pu mettre ce temps et cette énergie à trouver un client qualitatif. Donc, ne rabaisse pas tes prix. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est de ne pas quitter mon travail pour me lancer en freelance. En fait, il faut garder son travail dans le salariat et à côté de ça, développer son activité en parallèle. Parce que, oui, tu vas quitter ton travail, tu te dis, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai
je quitte mon travail parce que de toute façon, je vais avoir le droit à 6 mois de chômage. Donc pendant ces 6 mois, je vais me mettre à fond, je vais me développer. Tu sais pas combien de temps ça va te mettre de te développer. C'est pas parce qu'un tel s'est développé en 6 mois que toi, tu vas te faire en 6 mois. C'est pas parce qu'un tel s'est développé en 1 an que toi, tu vas le faire en 1 an. Même si tu utilises les mêmes techniques, je ne sais quoi. Chacun est différent, chacun a des situations différentes, une vie différente, un passé différent, des compétences différentes, bref. La meilleure chose à faire selon moi, c'est de garder ton travail dans le salariat, développer ton activité à côté. Alors oui, c'est pas facile, tu vas devoir cumuler les deux, mais tu vas être beaucoup plus serein. Tu pourras prendre ton temps pour te développer, c'est-à-dire que tu vas pas être précipité par le fait de devoir absolument trouver des clients vides, de devoir absolument trouver de l'argent. Non. Tu vas prendre le temps de te développer d'une façon saine et quand tu auras suffisamment développé ton activité, tu auras créé un bon réseau, tu auras des clients, je parle de clients réguliers et qualitatifs et tu sais que tu as des demandes d'autres clients mais que tu ne peux plus y répondre parce que tu as ton travail, tu pourras à ce moment-là quitter ton travail. La quatrième chose à savoir, ne pas négliger LinkedIn. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait, c'est une erreur que j'ai faite. Après, ça dépend encore une fois quel est ton domaine d'activité en freelance. Moi, en tant que community manager, je me suis focalisée sur Instagram puisque je voulais accompagner les entreprises sur Instagram principalement. Mais LinkedIn, c'est vraiment un réseau social qui est sous-coté. Moi, je voyais ça comment LinkedIn, pour moi, c'était un réseau social pour chercher du travail. Et encore, même chercher du travail, je trouvais que c'était hyper concurrentiel. En réalité, en tant que freelance, LinkedIn, c'est une mine d'or. C'est sous-coté. Tu peux trouver plein de clients facilement sur LinkedIn. Donc, je te recommande de te lancer alors. Selon ton activité, de te lancer d'abord sur LinkedIn avant les autres réseaux. Si tu es dans le community management comme moi ou que c'est ce que tu souhaites faire, peut-être un autre réseau style Instagram, TikTok ou que sais-je, et LinkedIn en plus. La cinquième chose à savoir, proposer uniquement ou presque uniquement des contrats à moyen et long terme. Ne pas proposer de contrats à court terme comme j'ai pu le faire, ça c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Je m'explique. Tu as des clients, ils vont vouloir tester ton offre, ils ne savent pas qui t'es, ils ne savent pas comment tu travailles, ils ont un peu peur, ils sont un peu frileux, ce qui est normal. Ils vont te dire, bon on teste pendant 1 mois, donc tu me dis un tarif sur 1 mois et à la fin du mois on voit, je vais réfléchir et on voit si on continue ensemble. Le problème c'est qu'au bout de ces 1 mois, il n'est pas dit que le client va renouveler tout de suite. Le client veut voir ce que ça donne au bout de 1 mois, mais encore une fois, ça dépend de ton domaine. Moi, par exemple, en community management, on ne voit pas les résultats au bout d'1 mois. Au bout d'1 mois, tu ne vois pas les résultats du travail. Il faut au minimum 3 mois pour une stratégie qui fonctionne. Donc, le contrat doit être au minimum sur 3 mois. Un client qui me dit, voilà, je prends pour 1 mois, je ne fais plus. Il faut commencer directement avec des offres sur 3 mois. Donc déjà, ça te permet d'apporter vraiment quelque chose à l'entreprise, de lui apporter vraiment des résultats. Deuxièmement, ça te permet toi d'avoir une sécurité sur 3 mois. Tu sais que pendant 3 mois, tu vas gagner temps. Tu as 3 mois pour trouver un deuxième client, un troisième, pour le remplacer éventuellement si tu sens que ça ne va pas être reconduit ensuite. Voilà, donc c'est vraiment une sécurité pour toi et une garantie de résultat, je trouve, pour l'entreprise que tu accompagnes. La 6e chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, quand tu te lances en freelance, tu n'as pas plus de temps libre. Je pensais qu'en me lançant en freelance, alors mon but premier c'était de pouvoir gérer mon planning, pouvoir gérer mes horaires, emmener mes enfants à l'école à 8h30, aller les chercher à 16h30, le matin après les avoir déposés, faire ma petite séance de sport et je pensais que pendant le court laps de temps qui me restait, j'allais faire prospérer mon activité. Non. Quand tu te lances, surtout quand tu te lances, après au bout de quelques années, oui, tu peux déléguer certaines choses, donc tu auras plus de temps libre, il n'y a pas de souci. Mais quand tu te lances, en général, tu n'auras pas plus de temps que quand tu étais dans le salariat. Tu vas même travailler plus, tu vas penser à ça tout le temps, 24 heures sur 24. Tu vas travailler plus, mais tu vas gagner moins. Donc ça peut durer un moment, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, ne pas se lancer pour cette raison-là, en tout cas pas au début. La 7e chose à savoir, le statut de la micro-entreprise n'est pas forcément le plus adapté, même si tu débutes dans l'entrepreneuriat. Tu as des
sites officiels du gouvernement, etc. où tu sais, tu peux comparer voilà, la micro-entreprise, avantages, inconvénients, ainsi que les différents statuts de société. Sache que tout n'est pas expliqué, tout n'est pas détaillé sur ces sites officiels. C'est-à-dire que sur ces sites, tu vas avoir voilà, tout ce qui correspond au plafond du chiffre d'affaires, les impôts, au niveau des taxes, qu'est-ce qui est plus intéressant, moins intéressant. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Ce que tu vas gagner, donc ton chiffre d'affaires, va être considéré comme ton salaire net par l'État. Donc en fait, selon ta situation, le statut de la micro-entreprise peut te faire perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent par rapport à ta situation. Donc renseigne-toi bien sur le statut juridique, pèse le pour et le contre. Prends le temps de te renseigner et vois ce qui est le plus adapté pour toi. La 8e chose à savoir, tu ne vas pas faire uniquement des tâches que tu aimes. Je pensais que aimant le métier de community manager, je me suis dit c'est top, je suis à mon compte, je vais faire le métier de community manager, donc je vais faire que des choses que j'aime. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tâches que tu vas être obligé de faire, justement parce que tu es à ton compte et que tu n'auras pas une équipe avec toi. En tout cas pas au début. Tu n'auras personne pour faire l'aspect commercial, la prospection ou je ne sais quoi. En tant que freelance, tu dois tout faire toi-même, même les tâches que tu n'aimes pas. Et enfin, la dernière chose que j'aurais aimé savoir, bon, c'est quelque chose que je savais déjà, mais quand tu le vis, c'est autre chose. Juste un mot, l'URSSAF. Juste ce mot-là, je pense que ça suffit à résumer. Quand tu fixes tes prix, n'oublie pas de prendre en compte que tu vas payer l'URSSAF 22% à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Donc quand tu fais tes devis, forcément ça ne va pas être écrit sur le devis. Tu ne vas pas écrire « je dois payer 22% à l'URSSAF, donc je vous rajoute 22%. » Non, mais toi tu sais que tu dois le prendre en compte dans le calcul de tes tarifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez en commentaire ou à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt. Salut!